Comme l'a mentionné Marie-France, je suis directrice de l'Observatoire des Tout-Petits, qui est un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon. Et dans le fond, le 8 avril dernier, l'Observatoire a sorti un dossier thématique sur l'accès aux soins de santé chez les femmes enceintes et les tout-petits de familles migrantes. Et le matin de cette sortie publique-là, j'étais en train de déjeuner avec ma fille de 9 ans, ma plus jeune. Et elle me disait « Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? » Donc, je lui expliquais ça, puis là, je lui expliquais qu'il y avait des tout-petits qui n'avaient pas accès aux soins de santé à cause de leur statut d'immigration, de celui de leurs parents, tout ça. Puis là, ma fille me regarde, mais complètement outrée, pour me dire « Mais c'est complètement injuste, maman! » Puis il faut comprendre qu'elle va à une école qui pourrait être l'ONU. Donc, il y a vraiment des petits représentants de tous les pays de la planète dans sa classe. Donc, elle est très exposée à la diversité. Et tout de suite, après m'avoir dit à quel point elle était outrée, elle a tout de suite enchaîné en disant « Mais là, ce soir, quand tu vas rentrer, ça va être réglé, par exemple. Hein? » Alors, bon, je ne vous dirai pas qu'on a réglé la question, je vous dirais même que compte tenu que ça ne fait pas très longtemps qu'on a lancé la campagne, bien, la fin de l'histoire n'est pas encore écrite, mais je vous propose aujourd'hui de vous partager quand même ce qui s'est fait jusqu'à présent et les apprentissages qu'on a tirés de ça. Alors, pour débuter, j'aimerais vous présenter une vidéo, dans le fond, publicitaire qui a fait l'objet de placements sur le web, les réseaux sociaux pendant une période de 6 semaines à partir de la journée de notre sortie publique et ça pourra vous permettre là, de vous mettre un petit peu dans le bain des messages qu'on a véhiculés. Jacob, 40 degrés de fièvre, s'est vu refuser un rendez-vous à l'accueil du CLSC. Priya n'a jamais eu de suivi de grossesse ni de test de dépistage. À 32 semaines, des complications qui menacent sa santé et celle du bébé sont diagnostiquées à l'urgence. Leila vit maintenant avec des complications rénales à cause d'infections urinaires non traitées. Luca et Maëlie n'ont pas vu de médecin depuis leur naissance, car leurs parents n'en ont pas les moyens. Encore aujourd'hui au Québec, plusieurs tout-petits, dont certains nés ici, ne sont pas couverts par l'assurance maladie. Une assurance qui leur est refusée, par exemple, en raison de leur statut d'immigration ou de celui de leurs parents. Ils sont donc plus à risque de connaître des problèmes de développement qui les suivront toute leur vie. Une situation qui fait mal à ces enfants et à notre société. Alors, c'est la vidéo qu'on a développée avec l'aide de tous nos partenaires. Je vais vous parler également de toutes les autres actions de communication qu'on a portées, mais je vous dirais que ça, c'est notre message réduit à sa plus simple expression, donc 60 secondes pour résumer un rapport d'une 60aine de pages. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'Observatoire des Tout-Petits pour que vous puissiez mieux comprendre comment on travaille, puis dans le fond, quels sont nos objectifs quand on fait une opération de communication comme celle-ci. Alors, la mission de l'Observatoire, c'est de contribuer à placer le développement et le bien-être des Tout-Petits québécois, donc on couvre la période de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, au cœur des priorités de la société québécoise. Notre mandat pourrait se résumer en 2 mots, le mot sensibilisation et le mot dialogue. Donc, ce qu'on fait concrètement, on rassemble les données les plus rigoureuses dont on dispose au Québec, donc des données qui sont déjà existantes. Ça, c'est important, l'Observatoire ne produit pas de données comme telles. Alors, on rassemble les données dans un tableau de bord et on rassemble toutes les données qui peuvent documenter l'état de santé et de bien-être des tout-petits Québécois. Donc, on a près de 110 indicateurs du développement et du bien-être des tout-petits qu'on suit, qu'on met à jour. Et à chaque année, je dois vous dire qu'il y en a qui s'ajoutent, là, parce que l'idée, c'est d'avoir un portrait le plus complet possible. Et ces indicateurs-là sont articulés autour de 2 grandes questions. Comment se portent les tout-petits Québécois et dans quels environnements grandissent-ils? Alors, à partir de ces données-là, bien, nous, évidemment, on regarde, on essaie de localiser les petits drapeaux rouges et on communique, dans le fond, les enjeux qui touchent les tout-petits Québécois à différents publics cibles que je vais vous présenter très bientôt. Et ces actions de communication-là, bien, on ne les fait pas
simplement pour informer les gens. Ce qu'on souhaite, c'est que ça crée des opportunités de dialogue public sur la question pour qu'en tant que société, on puisse discuter de ce qu'on peut faire de plus ou de mieux sur ces enjeux-là. Et ultimement, c'est certain que notre objectif, c'est de susciter une prise de décision qui est éclairée en matière de petite enfance. Alors, nos publics cibles prioritaires, je vous dirais, si j'avais à dire quel est notre public cible prioritaire, c'est clairement les décideurs. Donc, on va s'adresser aux décideurs ministériels, municipaux, du milieu des affaires, puis il pourrait y en avoir d'autres selon l'enjeu qu'on est en train d'adresser, parce que pour chaque enjeu, il y a des acteurs différents qui ont le pouvoir de prendre des décisions qui peuvent changer les choses. Et les deux autres publics cibles, on pourrait dire qu'ils sont fonctionnels. On les cible à cause de leur pouvoir d'influence sur les décideurs. Donc, on le sait, les décideurs, en particulier les élus, sont dans une logique électorale. Donc, on s'adresse aux citoyens, mais vraiment en tant qu'électeurs. On veut qu'ils soient davantage sensibilisés, non pas seulement aux enjeux qui touchent les tout-petits, mais aussi aux solutions collectives qui sont possibles pour que lorsqu'on annonce des investissements ou encore des coupures, que les gens soient en mesure de dire « oui, c'est une bonne nouvelle » ou encore « wow, il me semble que j'ai déjà lu quelque part qu'on a besoin de ces services-là puis que ce n'est pas une bonne idée de les couper ». On s'adresse également aux acteurs d'influence, donc tous ceux qui peuvent influencer nos décideurs. Évidemment, il y a les médias qui influencent à la fois les citoyens et les décideurs, donc on passe beaucoup à travers eux pour leur parler, mais également, on veut outiller par nos outils, par nos rapports, par nos argumentaires, les conseillers municipaux et politiques, les organisations fédératrices, le milieu communautaire et de la santé, les acteurs gouvernementaux, des groupes de citoyens. Il pourrait y en avoir d'autres, encore une fois. La liste est adressée à chaque enjeu. Alors, comme je le mentionnais, notre dossier sur l'accès aux soins de santé chez les femmes enceintes et les tout-petits migrants est sorti le 8 avril dernier. Et pourquoi l'Observatoire a décidé de prioriser ce sujet-là? C'est bien simple. C'est suite à une rencontre avec la belle équipe de Médecins du Monde qui est assis quelque part dans cette zone. Donc, qui nous a éveillés, nous, l'équipe de l'Observatoire, à cette réalité-là. Nous qui avons le mandat de veiller pour éveiller, c'est eux qui nous ont éveillés, en fait, parce que, pour être parfaitement honnête avec vous, c'est un enjeu qui passait complètement sous notre radar. Et la raison, elle est fort simple. Vous irez consulter sur le site Internet notre tableau de bord avec les 110 indicateurs de la santé et du bien-être des tout-petits. Vous ne trouverez rien sur les tout-petits qui sont sans couverture d'assurance maladie. Malheureusement, au Québec, on n'a pas de données pour dénombrer les tout-petits qui sont dans cette situation-là, dénombrer les femmes enceintes qui vivent dans cette situation-là. Et pour cette raison-là, nous, on n'avait pas du tout ça dans notre radar. Donc, grâce à l'équipe de Médecins du Monde, ça nous a amené à connaître cet enjeu et tout de suite, on a été très touchés par cette situation d'inéquité, par les conséquences que ça peut avoir sur le développement des enfants et on s'est empressé de prioriser ce dossier-là sur lequel on a travaillé pendant environ 1 an et demi avant de sortir publiquement. Il faut dire qu'on était green, ce n'est pas nécessairement parce qu'on ne comprenait rien, là. Donc, les membres du comité de travail, donc il y a beaucoup d'autres partenaires qui ont travaillé avec nous, je vais vous en parler tout à l'heure, mais vraiment, ça c'est le petit noyau dur là, avec qui on a vraiment le plus collaboré, noyau dur de personnes qui nous ont accompagnés du début à la fin, qui ont notamment révisé tous nos outils. Donc, je tenais quand même à saluer leur travail ici. Alors, quand l'Observatoire fait un dossier thématique, généralement, la structure est toujours la même et s'articule autour de 3 questions. Et là, vous allez me pardonner, moi aussi, le terme anglais, mais c'est plus punché comme ça. Bon. Alors, what, so what, now what? Donc, chacun de nos dossiers s'articule toujours autour de ces 3 grandes questions-là. Donc, what, c'est évidemment, quel est l'état de situation au Québec, comment ça a évolué dans le temps et comment on se compare par rapport à d'autres endroits dans le monde. Bon, ça, c'était le grand défi de ce dossier-là parce qu'on n'avait pas de données, ce qui est vraiment jamais arrivé quand on travaillait sur d'autres questions auparavant. Donc, ce qu'on a réussi à faire toutefois, c'est de rassembler des données qui témoignent de la vulnérabilité de ces tout-petits, de ces femmes enceintes. Donc, il y a 2 études qui ont été menées à Montréal auprès quand même d'échantillons assez intéressants de familles qui fréquentent notamment la clinique de Médecins du Monde. Et dans notre rapport qui vous a été remis, vous avez les résultats de ces études-là qui témoignent vraiment de la grande vulnérabilité de ces familles-là.
Donc, So What, bien, c'est pourquoi ça mérite mon attention, pourquoi je devrais m'en préoccuper. Donc, dans cette section-là, évidemment, on parle de toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé et le développement des tout-petits. Et Now What, bien, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, l'Observatoire n'a pas un rôle de recommandation, mais bien de ramener les connaissances scientifiques sur ce qu'il est possible de faire. Donc, c'est vraiment dans ce ton-là que la section est rédigée. Et nous, dans ce rapport-là, on a abordé le fait qu'il était possible d'agir sur le plan légal. Donc, notamment, on a parlé du précédent au Québec dans le milieu, dans le secteur de l'éducation. Il y a quelques années, la loi sur l'instruction publique a été modifiée pour permettre à tous les tout-petits qui demeurent ici, peu importe le statut d'immigration ou celui de leurs parents, de fréquenter les établissements scolaires. Donc, on a parlé de ce précédent-là. On a mentionné que ça pourrait être une possibilité de s'en inspirer pour voir ce qu'on peut faire en termes de soins de santé. On a également parlé d'exemples ailleurs au Canada et ailleurs à travers le monde. Notamment, on a parlé de certains pays européens qui ont fait ce choix-là de couvrir les soins de santé pour les femmes enceintes et les mineurs. Donc, on trouvait vraiment important, puis je pense que les présentations qui ont eu lieu juste avant là, viennent vraiment confirmer ça, de parler aussi de l'importance d'améliorer les conditions de vie de ces familles-là, donc de faciliter l'intégration socio-professionnelle, de diminuer l'insécurité alimentaire, notamment en favorisant l'accès à un logement abordable et en favorisant l'accès à des services éducatifs à la petite enfance de qualité. Alors, ici, dans le fond, vous allez voir un peu comment on travaille ça, un dossier à l'Observatoire des tout-petits. Donc, les étapes pourraient se résumer en 3 grandes étapes, si on veut. Donc, documenter, sensibiliser et susciter le dialogue. Donc, la première étape, c'est qu'on mandate une équipe de chercheurs chevronnés sur l'enjeu qui nous intéresse. Donc, dans ce cas-ci, ça a été l'équipe du chercheur Valérie Ride pour produire une analyse scientifique sur la question qui nous intéresse. Ensuite, nous, on part de cette analyse scientifique-là pour rédiger à l'interne le rapport complet qui va devenir notre dossier thématique et pour rédiger également tous les outils déclinés. Ensuite, avant même la sortie publique, on planifie une tournée de sensibilisation. On veut sensibiliser les partenaires, les décideurs et même les élus, leur communiquer les faits saillants de notre rapport avant que celui-ci ne soit public. Et la raison pour ça, c'est pour favoriser une meilleure mobilisation. Parce qu'à l'Observatoire, on est 4 filles. On a besoin d'agents multiplicateurs parce que sinon, ça ne circulera pas beaucoup, là. Puis en plus, on a plein d'enfants, donc ça va pas bien. Alors, on a besoin d'agents multiplicateurs et cette tournée de sensibilisation-là nous permet de le faire. Le fait d'avoir accès à l'information en avance, ça permet aussi aux partenaires qui le souhaitent de réagir publiquement lorsqu'on sort dans les médias. Et ça, ça amène ce qu'on veut, c'est-à-dire susciter un dialogue public. Il y a également les décideurs, les élus qui peuvent se préparer, donc notamment un parti de l'opposition qui pourrait dire « Ah ben tiens, moi je vais aller challenger la ministre de la Santé pendant l'Assemblée nationale quand le dossier va sortir. » La personne peut commencer à se préparer pour ça. Les ministres pourraient à la rigueur se préparer également à réagir à ça. Donc, et le fait qu'ils souhaitent évidemment être préparés avant notre sortie publique pour ne pas se lever le matin puis se faire coller un micro sous le nez sans avoir été au courant du dossier, bien, ça fait qu'ils sont généralement très enclins à nous rencontrer. Puis nous, bien, on profite de ce 45 minutes-là qu'ils nous donnent pour les sensibiliser à notre enjeu. Donc, quand on sort publiquement, donc le 8 avril, une campagne de relations publiques est mise en œuvre pour nous proposer nous-mêmes aux médias, mais également pour proposer certains experts qui ont travaillé avec nous sur le dossier. Il y a également certains partenaires qui peuvent réagir. On part également une campagne publicitaire sur le web et les réseaux sociaux. Donc, dans notre cas, c'est vraiment sur ces plateformes-là que ça s'instaure. On fait également du marketing de contenu quand c'est pertinent. Donc, du marketing de contenu, c'est qu'on débourse pour s'assurer que certains médias qui, normalement, ne prioriseraient pas notre sujet, vont en parler, vont faire un article. Donc, dans ce cas-ci, on a fait un partenariat avec le magazine L'Actualité, qui est très lu par les décideurs et les acteurs d'influence, et également avec le site lesaffaires.com pour sensibiliser la communauté des affaires qui est très influente auprès de nos décideurs.
et qui peut notamment agir aussi sur les conditions de travail des immigrants. Alors, susciter le dialogue, bien, en fait, ça, c'est ce qu'on souhaite, là, idéalement, là, sur papier. Bien, on espère qu'il va y avoir des prises de parole des partenaires, on espère qu'il va y avoir des échanges à l'Assemblée nationale et on espère qu'il y aura une conversation sur le web et les réseaux sociaux et qu'ultimement, bien, ça mènera à des engagements des élus. Alors, les retombées. Donc, ici, vous n'avez pas les retombées finales parce que ça fait quand même pas très longtemps là, que la campagne s'est déroulée. Par contre, je vais vous présenter les retombées qu'on a cumulées jusqu'à présent et qui démontrent quand même que ça a été globalement un beau succès. Donc, les relations publiques ont généré 77 reportages, dont 45 mettant à l'honneur des partenaires. On a eu un très bon score de qualité. Ça veut dire que les messages ont été bien repris, là, que les articles véhiculaient vraiment ce qu'on souhaitait. Il y a eu 10 lettres ouvertes ou communiqués publiés par nos partenaires, reprises par 12 médias. Donc, ça aussi, ça a contribué au bruit et ça a amené différentes perspectives. Il y a eu, ça ici, c'est les résultats de campagne publicitaire de mi-campagne seulement. Donc, évidemment, le chiffre va monter, mais on avait déjà à la mi-campagne plus de 900 000 vues de la vidéo que vous avez visionnée tout à l'heure et ça l'avait généré 45 000 visites sur le site Internet. On a également produit des capsules vidéo avec des extraits de témoignages et des interventions d'experts pour aller un petit peu plus du côté du storytelling. Et dans le fond, on voit que ces capsules-là sur Facebook ont bien performé, donc un peu plus de 44 000 visionnements, 79 000 personnes atteintes. Des partenaires qui se sont vraiment mobilisés sur les réseaux sociaux grâce à la tournée de sensibilisation. Et enfin, des échos chez nos élus. Donc, 2 élus de l'Assemblée nationale ont abordé le sujet le 9 mai, soit Mégane Perry-Mélançon du Parti québécois qui a interpellé la ministre de la Santé sur la question. Et en réponse à ça, Daniel McCann a annoncé la création d'un comité interministériel pour régler la question. Donc, comme je disais, la fin de l'histoire n'est pas encore écrite, mais disons que c'est définitivement un pas dans la bonne direction. Alors, je vais vous parler maintenant des ingrédients de succès. Donc, je vous les nomme en rafale ici, mais après, je vais revenir sur chacun d'entre eux. Alors, d'abord, la participation des partenaires à chaque étape du processus, une collaboration fructueuse entre les experts de contenu et les spécialistes de communication, la connaissance de l'opinion publique, une stratégie de communication et de diffusion adaptée aux différents publics cibles et la sensibilisation des acteurs politiques. Alors, la participation des partenaires à chaque étape du processus. Donc, ici, je pense que une image vaut 1000 mots. Là, je pense que vous l'avez sous les yeux. Vraiment, vous avez nos différentes étapes de processus de travail et on voit que dès la partie démarrage jusqu'à la partie sortie publique, les partenaires ont été impliqués tout au long de ce processus-là. Donc, le comité de travail que je vous ai mentionné tout à l'heure a eu un rôle vraiment central. Ils nous ont aidés dès le départ à bien identifier les objectifs de communication, identifier également les écueils à éviter parce qu'eux ont l'habitude depuis plusieurs années de parler de ce sujet-là, identifier les fausses croyances. Ils ont également participé aux étapes de révision des outils. Ils nous ont aidés à identifier la liste des partenaires qu'il faudra absolument rencontrer pendant la tournée de sensibilisation. Ils ont facilité les contacts avec certains d'entre eux parce que c'était des gens de leur réseau. Ils ont également été sollicités à l'étape de production de la campagne publicitaire et de planification des relations publiques. Et là, on a invité d'autres partenaires. Donc, on a formé un comité de travail, mais élargi, pour discuter avec eux des messages clés, pour s'entendre sur la stratégie de relations publiques, pour valider le script et la narration de notre vidéo. Donc, vraiment pour s'assurer que nos messages soient cohérents avec ceux du terrain. Et l'équipe de Valérie Ride, comme je le mentionnais tout à l'heure, a eu un rôle particulier là, lors de la production de l'analyse scientifique. Cette équipe-là aussi fait partie du comité de travail. Et enfin, lors de la sortie publique, de nombreux partenaires et experts ont fait des entrevues, publié des lettres ouvertes, des communiqués et certains partenaires nous ont accompagnés dans des rencontres avec les élus. Donc, l'importance du travail de sensibilisation et de mobilisation en amont de la sortie publique, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je souhaitais insister. Lorsqu'on a dressé la liste des partenaires à rencontrer, on a essayé d'y aller par secteur pour s'assurer de ne pas oublier personne.
Donc, des partenaires du secteur de la santé, du secteur juridique, des droits de l'enfant, des partenaires du secteur communautaire. Puis vous avez quelques exemples, mais la vraie liste faisait quelques pages, là, donc il y en avait beaucoup. On a également voulu cibler les députés des différents partis politiques. Donc, compte tenu que l'Observatoire est non partisan, on a vraiment fait circuler l'information auprès des députés, des ministres de tous les partis et on les a invités à nous rencontrer s'ils le désiraient et certains d'entre eux ont accepté notre invitation. Donc, la mobilisation des partenaires en amont, ça permet également de maximiser les retombées médiatiques, mais surtout de créer un véritable dialogue public. Et ça, c'est important parce que l'Observatoire, il y a des zones où on ne peut pas aller, on ne peut pas revendiquer des mesures en particulier. Nous, on est là pour ramener l'état des connaissances. Donc, certains partenaires, eux, peuvent le faire, d'où l'importance de travailler avec eux en complémentarité. Alors ici, vous avez la semaine de notre sortie publique. Alors, le lundi, là, vous allez voir en rouge, c'est les organismes qui ont publié des communiqués de presse. En bleu, c'est ceux qui ont fait des lettres ouvertes. Alors, le lundi, l'Observatoire des tout-petits a émis son communiqué. Quelques heures plus tard, Médecins du Monde Canada a fait le sien. Le dispensaire diététique de Montréal a publié cette journée-là une lettre ouverte. Le mardi, Amnesty International et le Bureau international du droit des enfants ont publié un communiqué de presse, bien, chacun un en fait, et le Centre de pédiatrie sociale Saint-Laurent a publié une lettre ouverte. Le mercredi, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a publié un communiqué. Le jeudi, puis là, c'est intéressant parce qu'en relations publiques, on dit que quand on passe le cap du 3 jours, c'est là qu'on sait qu'on a marqué l'esprit collectif. Alors, on était très contents de passer la journée du mercredi. Donc, jeudi, 2 lettres ouvertes, donc une signée des directeurs de pédiatrie des facultés de médecine du Québec, de la Société canadienne de pédiatrie et de l'Association des pédiatres du Québec, et l'autre de Médecins du Monde Canada et de 50 professionnels de la santé. Le samedi, les jeunes médecins pour la santé publique du Québec ont fait publier leur lettre ouverte. Et ça s'est même poursuivi jusqu'au début de la semaine suivante. Donc, lundi, le 15 avril, Maître François Crépeau, directeur du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique, et 37 autres avocats ont publié une lettre ouverte. Donc, vraiment, il y a eu une fabuleuse collaboration de la part des partenaires et ça a été très gagnant pour faire lumière sur cet enjeu-là. Donc, si on regarde le bilan, donc il y a eu 6 lettres ouvertes, 5 communiqués si on inclut le nôtre, donc 11 actions de communication qui ont été posées par l'ensemble des acteurs. Ça a donné lieu à 77 retombées médiatiques et fait intéressant, donc dans les articles, dans les émissions télévisées ou les émissions radiophoniques, il y a eu 42 citations ou entrevues de la directrice de l'Observatoire, donc moi, et 95 citations ou entrevues des partenaires, donc c'est dire la force de frappe que nous donne la tournée de mobilisation. Alors, deuxième ingrédient de succès, une collaboration réussie entre les experts de contenu et les spécialistes en communication. Alors, un tel projet, puis je dirais, c'était pas spécifique au dossier sur l'accès aux soins chez les tout-petits migrants. Là. Le projet de l'Observatoire des tout-petits, bien, un projet de communication de données à des publics cibles qui ne sont pas la communauté scientifique, ça implique nécessairement une tension inévitable entre la science et la communication. Et c'est bien naturel parce que dans le fond, pour arriver à faire le travail, il faut travailler autant en collaboration avec des experts de contenu, des scientifiques, que des spécialistes de la communication. Et chacun vient avec sa propre culture, ses normes, sa façon de voir les choses. Et ce sont des façons qui sont différentes. Donc, l'Observatoire des tout-petits, nous, on dit souvent qu'on est la Suisse. Donc, parce qu'on essaie de gérer efficacement cette tension-là et d'arriver à trouver le compromis en discutant avec tout le monde pour que l'ensemble des parties soient à l'aise. Donc, évidemment, l'objectif, c'est d'assurer, oui, la rigueur des données, mais aussi que ce soit communiqué dans une langue qui est accessible pour que les publics cibles qu'on a visés puissent trouver ça attrayant, qu'ils aient envie de lire nos outils ou de visionner la vidéo et qu'ils retiennent quelque chose de ça. Donc, ce que l'on communique, ça doit être véridique, mais aussi lu et compris. Et ça demande de faire le deuil de tout dire. Donc, un deuil qui est bien déchirant et qui nous fait même des fois verser quelques larmes nous-mêmes à l'Observatoire parce qu'on devient super emballé du sujet. Puis là, à un moment donné, nous aussi, on trouve que tout est intéressant. Mais heureusement, on a des experts en communication qui travaillent avec nous aussi puis qui nous ramènent à l'ordre.
Donc, il faut vraiment se poser la question, quelles informations sont essentielles à la compréhension du message et à l'atteinte de nos objectifs de communication? Et il faut tenter de répondre le plus efficacement possible, c'est-à-dire en le moins de mots possible, aux 3 questions suivantes, donc what, so what et now what. Alors, le 3e ingrédient de succès, la connaissance de l'opinion publique. Donc, on l'a vécu sur d'autres dossiers de l'Observatoire, ça peut être très avantageux de mesurer l'opinion publique quand on veut communiquer sur un enjeu. D'abord, parce que ça nous permet d'en tirer des informations précieuses pour bien planifier nos communications. On est capable de détecter là où on a le public derrière nous, puis là où, au contraire, il y a des résistances, puis essayer de planifier nos messages de façon à déconstruire ces résistances-là. C'est également utile pour rendre une information plus attrayante pour les médias. Parce que des fois, nos sujets peuvent être un petit peu hors champ, c'est pas un sujet qui vient souvent dans l'actualité. Puis là, tout d'un coup, comme par exemple dans ce dossier-là, bien, de dire qu'il y a une majorité de la population qui ignore le problème, ça devient quand même plus intéressant pour les médias d'en parler à ce moment-là. Et capter l'attention des décideurs, bien, on l'a dit tout à l'heure, les élus en particulier sont dans une perspective électorale, donc de savoir qu'il y a X% des Québécois qui trouvent important que ou qui sont sensibilisés à, bien, c'est sûr que ça met une petite pression saine sur ceux qui prennent les décisions. Alors ici, je vais vous présenter non pas l'ensemble des résultats de notre sondage populationnel, mais quelques résultats qu'on a particulièrement utilisés. Ici, on a, selon ce que vous savez, les énoncés suivants sont-ils vrais ou faux? Et ça, c'est un sondage populationnel qui a été administré par Léger Marketing, donc avec un échantillon qui est représentatif de l'ensemble de la population québécoise. Alors, à gauche, bien, le choix de réponse ici, c'était que tous les enfants de 0,5 ans demeurant au Québec, peu importe le lieu de naissance, aient accès aux soins de santé couverts par l'assurance maladie. Et là, on voit que 70% des Québécois pensaient que c'était vrai, contre 30% qui pensaient que c'était faux. Et quand on regarde à droite, bien, c'est que là, dans l'énoncé, on précisait si c'est des enfants qui sont nés ici, peu importe le statut d'immigration de leurs parents. Et dans ce cas-là, bien, ça grimpait à 95% qui pensaient que c'était le cas. Donc, dans le fond, le fait de savoir s'il y a des tout-petits citoyens nés ici qui n'ont pas accès aux soins de santé à cause du statut d'immigration de leurs parents, bien, il y a comme juste 5% de la population qui pense que c'est vrai. Donc, vraiment, il y avait un job de sensibilisation à faire. Ici, on a posé la question, selon vous, est-ce que ces enfants devraient avoir accès aux soins de santé couverts par la RAMQ? Donc, dans le premier à gauche, tous les enfants habitant au Québec, sans préciser rien d'autre. Donc, 86% des gens disaient oui, 14% disaient non. Ensuite, on a précisé les enfants de 0,5 ans avec parents à statut précaire ou non régularisé. Ça diminuait un peu, 73%, mais quand même, 73%, c'est une large majorité. Là. À 73% des votes, tu gagnes tes élections. Donc, ça, pour nous, c'est positif. Et enfin, les enfants 0,5 ans nés ici avec parents à statut précaire ou non régularisé. Et là, ça remonte, dans le fond, à 82%, ce qui confirme le fait que les gens sont encore plus outrés si les enfants sont nés ici. Alors ici, on a voulu s'intéresser à la période de la grossesse. Alors, on a posé la question, selon vous, est-ce que ces femmes devraient avoir accès à un suivi de grossesse couvert par la RAMQ? Donc, à gauche, toutes les femmes enceintes habitant au Québec. Donc, 79% des gens disaient oui, 21% non. Et si on précisait toutes les femmes enceintes habitant au Québec, peu importe leur statut d'immigration, bien, ça baissait à 65% des Québécois qui disaient oui, qui est notre statistique la plus basse. Donc, dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que les gens sont moins sympathiques au sort des femmes enceintes qu'à ceux des tout-petits. Donc, nous, ce que ça nous a indiqué, c'est que dans nos communications, on a avantage à parler des tout-petits dès la période de la grossesse plutôt que de parler de la femme enceinte. Donc, c'est un exemple de comment ça peut guider nos communications. Alors, ici, dans le fond, le 4e ingrédient de succès, donc, avoir une stratégie adaptée aux différents publics cibles. Alors, il est essentiel d'adapter notre contenu, nos communications, nos outils aux différents publics qu'on souhaite rejoindre.
Donc, des questions qu'on peut se poser, quels sont mes objectifs de communication, qu'est-ce qu'on veut que cette personne-là sache, pense et fasse, puis dans le fond, quelle information j'ai besoin de mettre dans ma vidéo, dans ma brochure, dans mon rapport pour qu'elle sache, elle pense et elle fasse ça. Donc, on décline toujours nos rapports parce qu'on sait qu'au bout du compte, bien qu'il faut que le rapport complet existe, c'est celui qui est le moins téléchargé sur notre site. Donc, il faut être réaliste. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent la peine d'aller lire un rapport de 60 pages. Je pense que s'il y en a, ils sont probablement ici aujourd'hui. Donc, il faut vraiment qu'il y ait d'autres outils que ça, là, sinon l'information du rapport ne va pas circuler. Alors, on fait toujours une brochure fait saillant, notamment en pensant aux intervenants, qu'il est important de sensibiliser. Puis, en même temps, la brochure fait saillant, je me suis souvent fait dire par des attachés politiques, « Ah oui, le ministre a regardé votre brochure fait saillant », parce qu'évidemment, il n'y a pas vraiment le temps d'aller lire le rapport, mais il peut demander à un membre de son équipe, par contre, d'aller le parcourir. Et sur ce dossier-là, dans le fond, on a identifié avec les partenaires que les gens du réseau de la santé disposaient de leviers propres à eux pour agir sur les barrières d'accès aux soins et il y avait donc des messages très spécifiques à leur communiquer, ce qui nous a amené à développer la brochure destinée aux professionnels de la santé que vous pourrez trouver à la table à l'extérieur, là, à la pause. Ma collègue Marie-Lou était là tout à l'heure. Donc, si jamais vous voulez en prendre une copie, la regarder, en commander parce que vous avez des opportunités de diffusion, n'hésitez pas surtout. Vous pouvez aussi commander en ligne sur notre site Internet. On fait également des infographies pour les réseaux sociaux. Notre vidéo que vous avez vue, donc, qui est vraiment, ça, c'est pour les citoyens. Donc, les citoyens, on ne s'attend pas à ce qu'ils lire ni les faits saillants, ni le rapport complet, mais ils vont regarder les infographies réseaux sociaux, puis ils vont voir notre publicité, puisqu'on les met dans des endroits dont ils ne se douteront jamais, comme les sites de la météo ou tout.tv. Alors, ce qu'on s'est rendu compte aussi, puis je dirais que ça a été particulièrement utile sur ce dossier-là parce qu'on manquait cruellement de données. Donc, nous, habituellement, à l'Observatoire, on a plein de données à communiquer, puis on s'en donne à cœur joie. Là, vraiment, on n'avait pas beaucoup de données. Celles dont on disposait n'étaient pas représentatives de l'ensemble du Québec, donc il fallait comme aller puiser ailleurs. Et on trouvait que c'était tellement de situations qui pouvaient être touchantes que c'était sûrement gagnant d'exploiter le fait de raconter des histoires, donc pour toucher le cœur des gens. Alors ici, vous avez des publications qu'on a sponsorisées sur Facebook, puis dans le fond, vous voyez qu'on a vraiment mis de l'avant des cas vécus qui sont d'ailleurs inspirés là, de cas observés à la clinique de Médecins du Monde. Donc, c'est un peu petit hein, pour vous. Je suis capable de lire ça, moi? À droite complètement, Amara qui vit maintenant avec des complications rénales à cause d'infections urinaires non traitées. Puis on dit encore aujourd'hui au Québec, plusieurs tout-petits ne sont pas couverts par l'assurance maladie. Au milieu, Oudou et Karianne n'ont pas vu le médecin depuis leur naissance. Ils ne sont pas couverts par l'assurance maladie en raison de leur statut d'immigration ou de celui de leurs parents. Et ici, Jacob, 42 degrés de fièvre, s'est vu refuser un rendez-vous à l'accueil du CLSC en raison de son statut d'immigration ou de celui de ses parents. Donc, on a vraiment été puisé là, à travers ces cas-là et également la production de capsules vidéo avec des extraits de témoignages de ces familles-là, mais aussi des intervenants d'experts, notamment des experts de Médecins du Monde qui ont collaboré, donc pour vraiment expliquer les choses, mais aussi que les gens voient qu'est-ce que ça veut dire de vivre sans carte soleil, parce qu'au Québec, on n'en a aucune idée parce que la plupart d'entre nous, bien, on est nés puis on l'avait d'enrouler dans notre drap. Donc, c'est important aussi de s'adapter à son public au moment de la diffusion. Des fois, on met beaucoup de soin à s'adapter au moment de la communication, développement des outils, mais après, il faut que ces outils-là circulent. Et là aussi, il faut adopter des stratégies qui sont adaptées. Donc, se poser les questions suivantes. Quels sont les meilleurs canaux de diffusion pour le rejoindre? À quelle organisation ou médias accorde-t-il de la crédibilité? Donc, par exemple, le partenariat avec lesaffaires.com, bien, c'est sûr que ça l'aide pour donner de la crédibilité au sujet puis à l'article pour rejoindre la communauté du milieu des affaires. Quelles sont les personnalités susceptibles de l'influencer? Bien, nous, sur lesaffaires.com, ce qu'on a commandité, c'est une entrevue avec une personnalité du milieu des affaires qui est connue
et qui réagit aux propos de notre dossier en disant qu'est-ce que le milieu des affaires peut faire pour agir sur la question. Donc, c'est sûr que c'est plus attrayant comme contenu que si on avait fait un article signé par l'Observatoire. Et évidemment, bien, les événements, les associations dont la personne est membre, donc notamment pour l'outil qui s'adresse aux professionnels du réseau de la santé, on va être vraiment à la recherche dans les prochains mois d'opportunités de distribution de ces outils-là, d'opportunités de les faire connaître. Donc, si jamais vous avez ce type d'opportunités-là, n'hésitez pas à nous les communiquer. Donc, dernier ingrédient de succès, la sensibilisation des acteurs politiques. Donc, je l'ai mentionné, l'Observatoire des tout-petits est non partisan. Donc, on trouve ça vraiment important de sensibiliser tous les partis politiques. Puis, de toute façon, comme on est là pour mener à des décisions plus éclairées, c'est tout à fait à notre avantage que tout le monde ait accès à l'information. Alors, ici, vous avez les élus qui ont été rencontrés au niveau provincial. Donc, vous voyez qu'il y a des représentants là, des différents partis. Il y a aussi des rencontres, il y a eu une rencontre avec Monsieur Lametti au gouvernement fédéral, qui est procureur général du Canada, qui s'est montré très en appui à la cause et qui s'est même offert de faciliter des rencontres avec d'autres personnes au gouvernement fédéral. Donc, vraiment, on continue les démarches, même si la campagne publicitaire, soit qu'elle tire à la fin ou elle est terminée. Elle est terminée? Oui. Donc, même si l'opération de relations publiques est derrière nous, on continue ces démarches-là politiques. C'est important parce qu'on voudrait éventuellement atteindre notre objectif d'engagement des élus. Peut-être, juste avant de terminer, je voulais vous dire quelques mots sur les réseaux sociaux. Dans le fond, tantôt, je vous ai présenté un peu là, ce qu'on a beaucoup véhiculé dans les réseaux sociaux, les histoires vécues, tout ça. On a été très confrontés aux fausses croyances et aux préjugés que peuvent avoir certains Québécois à l'endroit des immigrants sur les réseaux sociaux. Il faut toujours se rappeler que les gens qui vont commenter sur les réseaux sociaux, c'est un profil de personne particulier. Moi, personnellement, dans mon entourage, je n'en ai pas parce que tout le monde a plein d'enfants puis travaille beaucoup. Mais il y a clairement des gens, puis je suis obligée de dire que les segments des baby boomers, à la lecture des prénoms qui sont là, il n'y avait pas beaucoup de Nathalie puis de Julie. Donc, c'était vraiment des prénoms représentatifs de ce groupe d'âge-là, malheureusement, mais ça ne veut pas dire que tous les baby boomers sont comme ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui prend le temps d'aller écrire ces commentaires-là sur les réseaux sociaux, mais ça a été quelque chose aussi, c'est qu'il a fallu gérer les commentaires, plusieurs centaines de commentaires. Donc, on est 4 dans l'équipe. Normalement, il y a une personne qui est responsable des réseaux sociaux. Là, il a fallu qu'on se sépare les soirs, les fins de semaine aux 4 filles pour assurer une veille puis s'assurer qu'il n'y a pas des commentaires haineux ou racistes qui restent là sans réponse. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé à ce point-là. On s'attendait qu'il y en aurait, mais on ne pensait pas qu'il y aurait un tel volume. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi quand on essaie d'éveiller l'opinion publique. Bien, sur les réseaux sociaux, il y a des trolls, puis c'est sûr qu'ils vont s'en donner à cœur joie sur un sujet comme celui-là où il y a beaucoup de fausses croyances. Et les grandes peurs, c'est évidemment les immigrants illégaux, les arguments, comment dire, massus, c'est ils n'avaient qu'à ne pas avoir d'enfants. Donc, on voit que c'est rien pour convaincre personne ici dans la salle, mais bref, on a répondu avec beaucoup de vigilance à tous ces commentaires-là en essayant d'éduquer le plus possible les citoyens. Et on a quand même fait quelques conversions de personnes donc, qui ont pris la peine de dire « Ah ben merci, j'étais vraiment pas au courant ». D'autres, ben, on sait qu'on les convaincra jamais, mais on se dit que ceux qui vont lire les commentaires et qui vont voir nos réponses, ben, ça va les sensibiliser dans la bonne direction. Alors, ben ici, juste pour vous inviter à consulter notre dossier complet, nos outils dérivés, tout ça est disponible sur notre site Internet. Vous pouvez en commander également. Et si vous ne nous suivez pas encore, bien, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter et sur notre site, vous pouvez vous abonner à notre infolettre pour être au courant de tous nos dossiers thématiques. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, moi je suis Caroline Clavel, je travaille pour le Centre d'expertise sur la santé des réfugiés et des demandeurs d'asile. Je suis également doctorante à l'UQAM en psychologie communautaire. J'ai trouvé d'abord votre travail vraiment passionnant, votre présentation très intéressante. Je me demandais, vous avez beaucoup parlé de cibler donc les décideurs publics, etc. Est-ce que dans
dans la création de votre campagne, vous avez pensé peut-être, ou est-ce que vous avez pensé à cibler les familles directement concernées? Donc on parle ici des femmes migrantes, celles qui auraient peut-être moins accès aux soins de santé. Est-ce qu'il y a eu une phase pour les cibler elles aussi, pour savoir comment est-ce qu'on peut les rejoindre, comment les sensibiliser à ça aussi, et faire sentir peut-être qu'elles ne sont pas seules, etc. Je vais peut-être juste vous poser une petite question. Donc, en fait, je vais sûrement vous entendre de toute façon. Est-ce que vous voulez dire comme pour susciter un empowerment pour qu'elles prennent la parole publiquement? Ça peut être pour différents objectifs, mais est-ce que ça faisait partie de votre plan d'action de penser comment est-ce qu'on peut rejoindre ces familles à la fois pour l'empowerment, à la fois pour peut-être les sensibiliser à ça, faire en sorte qu'elles se sentent aussi moins seules, qu'on parle enfin de ce sujet-là publiquement. Donc, est-ce que ça faisait partie de votre stratégie de communication ou pas? En fait, l'Observatoire des tout-petits, on ne s'adresse jamais directement à la population. Donc, on passe toujours par l'intermédiaire des médias ou par l'intermédiaire de nos agents multiplicateurs, donc les partenaires. Donc, évidemment, on espère que certains de nos partenaires qui sont en contact direct avec cette population-là, ça va les aider à leur transmettre certaines informations qui vont être pertinentes pour eux, définitivement. Toutefois, on avait le souci, comme vous l'avez vu dans la campagne, de quand même donner la parole à ces familles-là. Et je dois dire que ça n'a pas été facile. Une chance qu'on avait des partenaires pour nous aider à trouver les perles rares parce que vraiment, on l'a dit, ces gens-là ont souvent peur d'être identifiés, d'être retournés dans leur pays, tout ça. Donc, c'est pas facile d'en avoir qui acceptent de prendre la parole, même en leur disant « Oui, mais l'image va être brouillée, dans l'article écrit, c'est pas obligé d'être votre vrai nom », mais les gens sont craintifs. Vraiment, c'est ce qu'on a observé. Bon, on est très contents parce qu'il y avait une réalisatrice qui avait déjà fait un documentaire avec des extraits de familles qui fréquentent la clinique de Médecins du Monde et on a pu aller piger là-dedans. Il y a aussi une dame qui nous avait été identifiée aussi par Médecins du Monde qui a accepté de parler à certains médias, mais je ne sais pas finalement si ça a pu se concrétiser. Là, elle était sur le point d'accoucher, donc ses disponibilités étaient un peu compliquées. Je vais prendre juste... Oui, vraiment. Je vais en profiter parce que peut-être vous n'étiez pas là ce matin. Il y a une exposition à l'extérieur de photos qui ont été prises par des femmes qui étaient en situation de migration autour de la naissance. Et ce qui est écrit sur les photos, c'est leur parole à elles. C'est elles qui ont commenté. Et la photo est la vision de leur réalité là, qui est présentée. Sur le site Internet, on va élaborer davantage parce qu'on n'avait pas le Musée des Beaux-Arts pour tout exposer, mais on va chercher un autre endroit et on va mettre plus de photos et beaucoup plus de verbatim. Oui, bonjour. Je suis Louise Girol, je suis à terre en santé publique à Nancy, en France. Vous avez répondu à ma question, mais c'était effectivement une question qui revient aussi avec la tienne. J'ai été effectivement assez surprise de voir des images et des vidéos de femmes enceintes avec des enfants qui sont en situation irrégulière, et je me demandais justement, est-ce que c'est pas dangereux aussi pour ces femmes de se montrer à l'écran ou de montrer leurs enfants, et comment vous aviez fait pour peut-être protéger aussi ces femmes-là, peut-être après cette campagne-là, puisque comme vous l'avez dit, on a aussi pas mal de messages haineux sur Facebook, et puis on peut avoir aussi par exemple le ministère de l'Immigration qui repère ces personnes-là, comme on l'a dit ce matin. On a besoin d'un firewall entre les services, mais ce n'est pas forcément le cas ici, puisque vous vous adressez à tout le monde. Et voilà, j'avais une question justement sur le recrutement de ces femmes-là et les réactions des femmes qui ont accepté de témoigner et de mettre aussi l'image de leur enfant quand même sur les réseaux. Oui. En fait, nous, on ne peut pas témoigner de la réaction de ces femmes-là parce qu'on a vraiment été puisés des extraits d'un documentaire qui était déjà existant. Puis évidemment, je sais, pour avoir parlé avec la réalisatrice, que tout avait été bien expliqué à ces familles-là, puis ils ont autorisé la diffusion, tout ça. Il y a seulement les prénoms, là, ceci dit, dans les capsules vidéo, on ne donne pas les noms de famille. On ne dit même pas le lieu de résidence. Mais en ce qui concerne les commentaires haineux, justement, quand on a vu que les publicités Facebook, là, le cas de Oudou et Kariam, Amara, tout ça,
qui étaient des vrais cas, mais c'est pas le nom des vrais enfants, puis c'est pas leurs photos non plus, là. C'est des cas qui nous ont été racontés par Médecins du Monde. Quand on a vu que ça pouvait générer des commentaires assez difficiles, on a pris la décision de ne pas autant investir dans la publicité des capsules vidéo. Ça a quand même rejoint beaucoup de monde, mais on est vraiment passé par nos followers, si je peux m'exprimer comme ça, parce nous, on savait que de nos followers, il y en aurait très peu ou qui ne seraient vraiment pas aussi intenses. Donc, des fois, c'est plus susciter un questionnement ou de dire, oui, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens de payer? Mais c'est pas quelque chose qui va cibler les familles. Donc, on a pris en cours de route, quand on a vu le type de commentaires qu'on avait sur les autres, on a dit, OK, non, on ne veut pas exposer ces familles-là à ce type de commentaires-là. Donc, on a pris la décision de ne pas investir autant qu'on le souhaitait. Marie-Lou, elle voulait compléter. Vas-y. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est, ça a l'air réel, hein? Mais non, c'est ça, c'est vraiment des comédiens. Non, mais c'est important de le dire que c'est des acteurs. Oui, oui. Mais dans les capsules vidéo, il y a des témoignages et des extraits d'intervenants. Ça, c'est vraiment des vraies familles. Par contre, mais comme je le disais, on n'a pas fait l'objet, on n'a pas investi les mêmes sommes et pas auprès des mêmes publics cibles. On est resté dans notre réseau. Oui. Voilà, Sophie Durieux, donc je suis médecin aux hôpitaux universitaires de Genève. Je crois que je suis la seule représentante de la Suisse, du G3. Ici, merci vraiment beaucoup. C'est une leçon de communication, enfin, votre présentation est excellente. Et puis, je trouve que c'est vraiment un très bel exemple de marketing en santé publique. La question que je voulais vous poser, même si on sera peut-être plus tellement dans le thème de la conférence, c'est est-ce que vous pensez que le processus de communication, enfin, de la campagne que vous utilisez, vous pourriez faire la même chose si vous vouliez vendre l'accès aux salles d'injection pour des hommes musulmans noirs qui se droguent ou l'accès à des soins, des traitements de substitution pour des migrants illégaux qui sont des hommes. Et bon, ça c'est ma première question. Puis la deuxième question, je suis aussi extrêmement admirative sur enfin, pas admirative, mais je compatis sur ce qui arrive sur les réseaux sociaux, parce que de notre côté, et c'est je pense la même chose partout, mais effectivement chaque fois qu'on fait un effort de communication dans la presse, on retrouve vraiment les commentaires des lecteurs qui sont à pleurer. Alors les journalistes vous disent mais c'est même pas la peine de les lire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez désespérant. Vraiment. Ben, en fait, je vais vous faire un aveu. Les ingrédients de succès que je vous ai présentés, c'est vraiment les ingrédients de succès qu'on a identifiés depuis les débuts de l'Observatoire. Donc, les mêmes ingrédients de succès pourraient s'appliquer lorsqu'on a sorti un dossier sur l'importance de prévenir la maltraitance chez les tout-petits, ou encore l'année passée quand on est sorti sur la qualité des services éducatifs à la petite enfance. Donc, c'est vraiment des ingrédients de succès qui sont transversaux, mais ici, j'ai voulu l'illustrer. Ah, OK, d'accord. Elles sont magnifiques, et puis on a beau qu'on soit mère, pas mère, futur père, enfin, c'est difficile de ne pas craquer par rapport à ces photos. Si on se met à dire, OK, on prend des photos de gens qui s'injectent des produits, de gens qui consomment, qui sont dans la rue, etc., ça sera beaucoup moins joli. Je comprends. Je comprends tout à fait. C'est certain qu'on a ça. Vraiment ça, je me disais, mais est-ce que le documenter, sensibiliser, susciter le dialogue, il me semble que susciter le dialogue sur un thème qui est quand même assez porteur, et vous avez, bravo pour les mots, les tout petits, c'est magnifique, c'est pas les enfants, c'est les tout petits, et vraiment, ils ont besoin de protection. Mais ma question c'était ça, c'est est-ce que sur un autre thème que les enfants, qui est beaucoup moins porteur, et j'ai pris à dessein le thème des personnes qui ont l'air de drogue, vous pensez que le process, la technique de communication pourrait s'adapter, ou il faudrait avoir d'autres outils de communication? Bien, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui pourraient s'adapter définitivement, mais l'angle de communication serait différent, les messages clés seraient différents. Puis là, il faudrait aller voir, dans le fond, ceux qui sont résistants à ça, bien, c'est quoi les barrières qu'ils identifient, puis qu'est-ce que ces gens-là, par contre, trouvent important. Et, tu sais, je vais donner l'exemple de la vaccination, disons. Bien, la vaccination, ça prend son sens si tout le monde est vacciné. Donc,
Et il y a des tout-petits en ce moment au Québec qui, malgré la directive quand même du ministère de la Santé qui est de vacciner tout le monde, mais il y a des endroits qui vont retourner les tout-petits parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas accès compte tenu qu'ils n'ont pas la carte soleil. Bien, c'est sûr que pour certaines personnes, des fois, qui peuvent avoir des résistances par rapport aux immigrants, puis l'impression qu'ils viennent juste profiter du système et tout ça, mais quand on en parle dans une perspective de santé publique, où là, tout d'un coup, bien, c'est qu'en posant le geste, on protège aussi ton enfant qui va à l'école avec cet enfant-là. Bien, tu sais, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, mais c'est juste qu'il faut toujours trouver l'angle pour que la personne à qui on s'adresse comprenne « what's in it for me ». Tu sais, qu'est-ce que moi je vais tirer de ça? Puis pour ça, il faut vraiment bien connaître son persona, dans le fond, la personne à qui on s'adresse. Nous, on a des outils qu'on a développés qui s'adressent aux acteurs municipaux, à l'Observatoire des tout-petits. Les acteurs municipaux, là, leur dire vous avez un rôle à jouer pour le développement des enfants de 0-5 ans là, et la période de la grossesse, c'est quand même un long shot, là, dans le sens où, premièrement, leur compréhension de leur rôle à la base, c'est beaucoup plus au niveau des infrastructures. De plus en plus, il y a eu des vagues qui font que de plus en plus, ils voient le rôle qu'ils peuvent avoir au niveau de la qualité de vie des familles. Mais là, nous, on est en train de tirer l'élastique pour aller jusqu'au tout petit puis à la période de la grossesse. Mais il y a moyen de tourner les messages pour aller chercher leurs préoccupations à eux. Les municipalités veulent accueillir les familles, donc si tu veux être attrayant par rapport aux municipalités qui sont aux alentours, bien, qu'est-ce que tu peux mettre en place? On a sondé les parents d'enfants de 0-5 ans pour savoir qu'est-ce qui les attirerait dans une municipalité par rapport à leur tout-petit. On a communiqué ça aux décideurs. Donc, pour moi, les mêmes principes s'appliquent, mais c'est sûr qu'il faudrait trouver un angle différent. Nous, on a la chance aussi que ce soit un public, pas un public, mais en fait, les gens dont on parle, ils sont craquants. Oui. Peut-être le temps pour une dernière question. Oui. Moi, je suis Mouktar Sow, je suis chercheur en santé publique à l'Université de Montréal et à l'Université libre de Bruxelles. J'ai découvert l'Observatoire de la santé des tout-petits sur mon smartphone, en fait, à travers une pub. Je me suis dit, mais pourquoi moi? Mais je comprends, parce que je regarde la météo 50 fois par jour. Et des avantages insoupçonnés à être ponctuel sur la météo. Puis, donc j'ai commencé à parcourir, c'est devenu de mes activités de temps en temps de lire les commentaires. Effectivement, vous avez mentionné la violence insoupçonnée dans ces commentaires-là. Puis j'étais tout pressé de me dire, je vais rencontrer la personne qui est derrière cet observatoire, parce que j'avais plein de questions. Puis vous en avez répondu à, je pense, les 80%, ça fait qu'on va gagner un temps. Ce que je voulais dire, c'est que la stratégie de com est incroyablement puissante, parce que j'ai vu évoluer la stratégie de com dans les commentaires. Au début, vous ne répondiez pas. Et puis, il y avait des réponses tout à fait élaborées. Et comme vous dites, il y en a qui, on avait des reconvertis, des gens qui arrêtaient de parler. Et je me disais, mais c'est qui la présidente de l'Observatoire? C'est une spécialiste en communication, c'est une scientifique. C'est qui est derrière ces réponses tellement bien élaborées? La deuxième chose, j'étais inquiet de voir autant de commentaires venus. 80% des commentaires, on peut dire, étaient un peu violents sur des thématiques pointues. Je me disais, quelle est la représentativité de ça dans la société québécoise? Qui vous avez répondu? En fait, les 80% qui sont favorables ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux. Je pense que dans la réflexion, dans la communication, c'est comment on fait pour que ces gens-là prennent un peu part au débat, ça c'est important. Puis l'autre enseignement, c'est qu'on dit souvent que les gens qui parlent violemment, de façon haineuse sur les réseaux sociaux, il ne faut pas y répondre. Mais en fait, vous y répondez, et je pense que c'est la meilleure des façons que de ne pas y répondre. Donc ça, c'était... sur la poursuite de votre travail, là ma question vient, comment on fait pour que la pression ne retombe pas, pour que le lobbying ne retombe pas, au-delà des succès ponctuels sur le mois ou sur les 3 mois qui suivent? Parce que je prends un exemple, on a eu quelques succès aussi en communication sur des rapports en Belgique où on est invité par les politiques, par la presse, où pendant 3 mois ça monte. Et 1 an après, 2 ans après, on n'en parle plus. Est-ce que dans votre stratégie de communication, derrière, il y a quelque chose pour maintenir jusqu'à ce que ça puisse aller vers des mesures concrètes au-delà du plaidoyer? Merci. Merci. Gardez le micro parce que je pense que je vais avoir besoin de me faire remémorer les premières questions. Je vais essayer d'y aller à rebours. Donc, en ce qui concerne la poursuite là, des démarches, là, évidemment,
Bien, l'Observatoire des tout-petits, c'est un jeune projet, là. Dans le fond, on a été lancé publiquement au printemps 2016. Donc, c'est sûr que on tricote le tapis en même temps qu'on avance dessus, je dirais. Mais on a vraiment cette intention-là de voir comment, dans les prochains mois, prochaines années, on peut revenir à la charge ou créer d'autres opportunités de faire avancer ce dossier-là. Donc, je ne peux pas vous dire exactement de quelle façon. On est en train de cogiter là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite et qu'on souhaite pour tous nos dossiers. Le premier qu'on a sorti sur la maltraitance, bien, justement, il y a eu un cas récemment là, dans l'actualité et on se disait, OK, comment on peut remettre à contribution le travail qui a été fait par tous les partenaires. Donc, c'est une intention qu'on a. Ensuite, c'était quoi votre autre question? Je suis vraiment pas bonne quand il y en a plusieurs. Est-ce que vous vous dites, au niveau de l'évaluation de votre action, de votre impact, c'est bon? Oui. On a atteint ce qu'on voulait atteindre? Je pourrais vous dire, d'ailleurs, on a un devis d'évaluation des actions de l'Observatoire. On mesure des résultats proximaux, donc directement dus à nos actions, mais aussi des résultats intermédiaires pour voir l'évolution de la place que prend la petite enfance dans la société québécoise. On a plusieurs collaborateurs, notamment avec le laboratoire Caisse-Chartier de l'UQAM qui fait une analyse des contenus médiatiques pour voir qui parle de petite enfance, est-ce qu'on est plus nombreux, est-ce que tous les partis politiques en parlent. Ils analysent aussi les minutes de l'Assemblée, les plateformes en période électorale. On fait des sondages citoyens à chaque année pour voir l'évolution du pourcentage de gens qui trouvent que c'est une priorité. Donc, on évalue beaucoup nos actions. Donc, on pourra s'en reparler si vous avez de l'intérêt pour notre devis. Puis c'est ça, ce que je voulais vous répondre, c'était par rapport à notre profil, à l'équipe de l'Observatoire. On est 4 personnes. Dans le fond, on est 2 personnes avec une maîtrise en sciences, mais qui ont développé le profil communication dans leur profession. Donc, moi, de mon côté, j'ai travaillé au début de ma carrière en relations publiques, mais sur des dossiers d'agroalimentaire. Donc, ma profession de nutritionniste était mise à contribution. Puis, j'ai été ensuite directrice d'un OBNL où on développait des campagnes sociétales. Ma collègue Kathleen, qui rédige nos rapports, elle est formée en microbiologie, mais elle a travaillé comme journaliste scientifique assez rapidement là, dans sa carrière et pendant plusieurs années. Donc, elle est vraiment bonne pour vulgariser des propos scientifiques, puis elle aime ça, aller lire les études. On a Marie-Lou qui est à l'arrière, qui est notre conseillère en com, qui, elle, vraiment, une fois que les outils sont développés, là, c'est elle qui articule toute la campagne de mobilisation des partenaires, qui travaille avec nos fournisseurs pour s'assurer que ça circule sur le web, les réseaux sociaux, les campagnes publicitaires, opération ARP. Et dans le fond, on a notre collègue Christine qui, elle, anime les réseaux sociaux, mais là, on lui a porté main forte là, tout récemment. Voilà. Merci beaucoup.